Selon les statistiques, les États-Unis sont en tête en ce qui concerne le nombre de tueurs en série dans un seul pays. Bien sûr, de tels criminels sont actifs partout dans le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que leur nombre est en baisse depuis les années 80. Il y a certainement beaucoup moins de tueurs en série aujourd'hui qu'il y a plus de 40 ans. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'existent plus du tout. Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous examinons les cas de 3 tueurs en série qui viennent tout juste d'être identifiés. Heather Presti est née le 28 août 1982 et a grandi avec un frère ou une sœur plus jeune. Peu de choses ont été documentées sur sa jeunesse, mais entre 2003 et 2004, elle a fréquenté le Community College of Allegheny County en Pennsylvanie tout en essayant d'obtenir son diplôme d'infirmière. Mais elle a abandonné avant de l'obtenir. Elle a ensuite passé 14 ans comme technicienne vétérinaire au Pittsburgh Veterinary Specialty and Emergency Center, où elle a déclaré avoir prodigué des soins intensifs aux animaux, y compris l'administration d'anesthésie et la réalisation d'euthanasie. Cependant, entre 2016 et 2018, Presti est retournée à l'université où elle a obtenu son diplôme d'infirmière. Au cours des années suivantes, elle a travaillé dans 12 établissements de soins différents où elle s'est occupée de personnes âgées et vulnérables. Cependant, selon les rapports, la conduite de Presti a été remise en question peu de temps après le début de sa carrière d'infirmière. Entre octobre 2018 et avril 2019, elle a travaillé à Encompass Health Rehabilitation of Armourville, où elle a été sanctionnée pour avoir administré de l'insuline sans respecter les ordonnances d'un médecin. Elle a rencontré ses supérieurs par la suite et un plan d'action correctif a été mis en place. Alors qu'une superviseuse a déclaré aux enquêteurs qu'elle pensait que Presti faisait du mal aux résidents et avait pris des mesures en interne, les résultats de cette action restent flous. Entre avril et septembre 2019, Presti a travaillé à Allegheny Valley Hospital, puis elle est allée travailler au centre de rééducation Platinum Ridge à Brackenridge. Les détectives ont noté que son CV comportait de faux noms pour ses références, ainsi qu'un numéro de téléphone appartenant à un membre de sa famille. Presti a ensuite travaillé à Concordia at Rebecca Residences à West Deer, où elle serait plus tard liée au décès d'un patient. Mais c'est sa période chez Bella Health, qui a commencé en avril 2021, qui a suscité le plus de soupçons. Après le décès d'un 4e patient sous sa surveillance, les collègues de Presti ont alerté leurs supérieurs. Presti a été brièvement suspendu, mais une enquête interne qui a suivi a conclu qu'il n'y avait aucune preuve identifiable. En mai 2023, Presti a été inculpé pour le meurtre de 2 patients et pour avoir blessé un 3e. Le procureur général a confirmé dans un communiqué que l'homme de 40 ans avait été inculpé de 2 chefs d'homicide, d'un chef de tentative de meurtre, d'un chef d'agression aggravée, de 3 chefs de négligence envers une personne dépendante de soins et de 3 chefs de mise en danger imprudente. Les 2 victimes de meurtre étaient James Bartow, âgé de 55 ans, et Joseph Campbell, âgé de 83 ans, tous 2 décédés en décembre 2022. Presti a attiré l'attention des enquêteurs initialement lorsqu'un parent inquiet a déposé une plainte auprès du Bureau des stupéfiants et du contrôle des drogues, affirmant que Presti était impliquée dans une mauvaise administration d'insuline alors qu'elle travaillait chez Quality Life Service,
Il a rapidement été découvert qu'elle avait l'habitude d'être enquêtée pour des incidents similaires et pour des comportements abusifs envers les patients et ou le personnel, ce qui l'a amené à démissionner ou à être licencié de ses emplois précédents. Il a également été établi que les 2 hommes décédés étaient sous ses soins au moment de leur mort, qui a été prouvé dans les 2 cas comme étant causée par une surdose d'insuline. En novembre, de nouvelles accusations contre Presti ont été annoncées lorsqu'elle a admis aux enquêteurs avoir tenté de tuer 19 personnes différentes dans divers centres de santé où elle avait travaillé. Dans ses aveux, Presti a affirmé qu'une des victimes la regardait comme un animal le ferait, tandis qu'une autre n'avait aucune qualité de vie. Pour d'autres, elle a dit se sentir désolée. Une autre devait mourir. Il est confirmé que 17 personnes sont mortes alors qu'elles étaient sous ses soins. Les nouvelles accusations contre Presti comprenaient 17 chefs de tentative de meurtre, 2 chefs de meurtre au premier degré et 19 chefs de négligence envers une personne dépendante de soins. Les procureurs ont précisé qu'elle n'a été inculpée de meurtre au premier degré que lorsque des preuves matérielles existaient un temps. Selon les enquêteurs, elle administrait généralement l'insuline pendant les gardes de nuit, lorsqu'il y avait moins de personnel présent. Si la victime survivait à la dose, elle aurait tenté de la tuer avant qu'elle ne puisse être hospitalisée, soit en lui administrant une seconde dose, soit en provoquant une embolie gazeuse. Ces victimes étaient âgées de 43 à 104 ans. Afin d'éviter la peine de mort, Presti a plaidé coupable de 3 chefs de meurtre au premier degré. Le 2 mai 2024, elle a été condamnée à 3 peines de prison à vie consécutive, plus entre 380 et 760 ans supplémentaires. Elle a dit au tribunal « Je suis vraiment désolée. Je suis désolée pour ce que j'ai fait ». Cependant, les journalistes ont observé qu'elle a refusé de regarder les proches de ses victimes pendant qu'ils lisaient leurs témoignages à haute voix au tribunal. Elle est actuellement incarcérée à l'établissement correctionnel d'État de Muncie, dans le canton de Clinton, en Pennsylvanie. Nikolai Gaïev est né le 1er mai 1974 à Kourgan, en Russie. Bien que peu de choses soient documentées sur sa jeunesse, la plupart des rapports s'accordent à dire que sa vie criminelle a commencé au moins au début des années 2000, lorsqu'il participait régulièrement à des vols et cambriolait des maisons. Ces infractions sont devenues violentes, comme lors d'un vol en 2003 où il a été inculpé et condamné pour agression. En 2006, il était toujours emprisonné à la suite de cette condamnation, ainsi que d'une autre pour vol. Et c'est là qu'il a commis son premier meurtre connu en tuant son compagnon de cellule. En conséquence, 16 ans ont été ajoutés à sa peine initiale. En octobre 2017, il a été transféré dans une autre prison, mais à l'été de l'année suivante, il a été libéré conditionnellement, pour bonne conduite. Il a ensuite déménagé de Kourgan à Yekaterinbourg, et comme il n'avait nulle part où vivre, il est redevenu vagabond. Le premier meurtre de Gaïev, en dehors de la prison, a eu lieu le 17 août 2018, lorsqu'il s'est rendu chez une femme âgée qu'il avait rencontrée la veille. Il est arrivé à la résidence tard dans la nuit, vers 22h40. En entrant dans la résidence, il a immédiatement attaqué la femme, la faisant tomber au sol. Il l'a ensuite saisie par le cou et l'a étranglée avant de la frapper au moins 11 fois à la tête. Gaïev a volé 13 000 roubles dans sa maison avant de prendre la fuite. Au cours des semaines suivantes, il a déménagé à Tcheliabinsk afin d'éviter d'être découvert par la police et a commis de nombreux vols, souvent la nuit et contre des vendeurs de nourriture. Une clé à molette en métal était l'arme de prédilection de Gaïev, qu'il utilisait pour frapper les vendeurs avant d'ouvrir la caisse et de voler leur argent. Il a ensuite déclaré aux enquêteurs qu'il préférait la clé à molette parce que, s'il était arrêté avec, il pouvait s'en justifier en affirmant être ouvrier du bâtiment et que la clé faisait simplement partie de ses outils. La première victime d'une telle agression fut une femme qui vendait des fruits dans la rue Kirov. Il lui a arraché son tablier qui contenait 14 000 roubles avant de prendre la fuite. Bien que plusieurs témoins l'aient vu s'enfuir des lieux, Gaïev les a menacés avec un marteau qu'il portait,
les effrayant et les faisant fuir. Le 8 septembre, il a attaqué une employée d'un magasin de fruits et légumes, la frappant 5 fois avec sa clé à molette jusqu'à ce qu'elle s'effondre au sol. Il a ensuite volé de la nourriture et d'autres objets avant de partir. Quelques jours plus tard, il a récidivé, s'en prenant cette fois à une femme dans un kiosque à cigarettes. Elle a subi de graves blessures à la suite de l'attaque, notamment une fracture du bras et une fracture à la base du crâne. À la suite de cette agression, les enquêteurs ont intensifié leurs recherches pour retrouver l'auteur et Gaïev s'est enfui à Kamen-Kirovski. Le 11 septembre 2018, Gaïev s'est lié d'amitié avec un homme de 36 ans alors qu'il traînait devant un magasin. Il a rapidement accepté un verre de l'homme et les deux ont acheté une bouteille de vodka avant de retourner à l'appartement de l'homme. Pendant plusieurs heures, ils ont bu ensemble, mais finalement Gaïev a décidé de voler l'homme, qui vivait avec sa femme et sa belle-fille de 10 ans bien que sa femme travaillait de nuit. À un moment donné, on lui a demandé de partir, c'est alors qu'Agaï Gaïev a choisi de passer à l'action. Il a frappé l'homme au moins 3 fois à la tête avec sa clé à molette, pensant l'avoir tué, puis il a agressé sexuellement la belle-fille de l'homme. Malgré les bruits étranges entendus par les voisins dans l'appartement, ils n'ont pas alerté la police. Un voisin se souvient. Je regardais la télévision et vers 9h30 du soir, j'ai commencé à entendre des bruits de pas. J'ai entendu 2 voix d'hommes. Ensuite, j'ai entendu quelque chose tomber. Après avoir fini d'abuser de la petite fille, il l'a emmenée dans la salle de bain, a fait couler l'eau et l'a noyée dans la baignoire. Gaïev a ensuite volé 19 000 roubles dans la maison avant de prendre la fuite. Dans les jours qui ont suivi, Gaïev a quitté la région et est retourné à Tcheliabinsk, mais les enquêteurs étaient rapidement sur sa trace. L'homme que Gaïev pensait avoir tué n'avait été qu'assommé et il a tout raconté aux autorités après que sa femme soit rentrée à la maison et l'ait trouvé allongé par terre. Les enquêteurs ont examiné les images de vidéosurveillance du magasin et identifié Gaïev, le plaçant aussitôt sur la liste des personnes recherchées. Ces crimes ont été largement médiatisés. Quelques jours plus tard, il a été capturé dans une gare ferroviaire. Pendant sa garde à vue, il a avoué tous ses crimes, y compris le meurtre qu'il avait commis après sa sortie de prison. Bien qu'on dise que Gaïev ait été motivé par la pure cupidité, puisqu'il ne faisait que voler de l'argent aux gens, il a été noté que la plupart de ce qu'il volait n'étaient que des broutilles. Juste de quoi acheter à manger et de l'alcool pour la journée, rien de plus. Le 18 septembre 2019, Gaïev, âgé de 44 ans, a été condamné pour divers chefs d'accusation, notamment l'agression sexuelle et le meurtre d'une fillette de 10 ans. Il a finalement écopé de la perpétuité. 5 ans plus tard, en 2024, il a frappé son codétenu à 39 reprises avec un morceau de ciment, une attaque qui a surpris le personnel pénitentiaire, qui n'avait rencontré aucun problème avec Gaïev depuis sa condamnation. Le codétenu a été emmené à l'hôpital où il est mort de ses blessures. Gaïev a déclaré avoir tué son codétenu juste parce qu'il ne l'aimait pas. Le 12 décembre, il a été reconnu coupable de ce meurtre et a écopé d'une 2e peine de réclusion à perpétuité. Raoul Meza Jr. est né le 14 octobre 1950 dans le comté de Travis, au Texas. D'après tout le monde, il n'est pas étranger au crime. Dès l'âge de 8 ans, il a commencé à consommer de la drogue et 5 ans plus tard, à 13 ans, il a été arrêté pour la première fois et accusé de vol à l'étalage et de cambriolage. 1 an plus tard, il a été accusé d'incendie criminel. Et en 1975, alors qu'il n'avait que 15 ans, il a commis le braquage d'une supérette à Austin, au Texas, au cours duquel il a blessé par balle un employé du magasin sans le tuer. Il a été condamné à 20 ans de prison pour ce crime, mais il a été libéré plus tôt, en février 1981. Moins d'1 an après sa sortie de prison, Meza a commis son crime le plus tristement célèbre. Le 3 janvier 1982, Kendra Page, âgée de 8 ans, a disparu. Vu pour la dernière fois à vélo près de l'école primaire Langford à Austin. Quelques heures après, son corps a été retrouvé dans une benne derrière l'école. Elle était nue et couverte de blessures, les enquêteurs ayant ensuite déterminé qu'elle avait été agressée sexuellement et étranglée à mort.
Seulement 3 jours après la découverte de cette scène horrible, Meza s'est présenté dans un commissariat de police et a avoué avoir commis le crime. Afin d'éviter la peine de mort, lui et son avocat ont conclu un accord de plaidoyer dans lequel il plaiderait coupable et recevrait une peine de 30 ans de prison. Cependant, malgré la nature cruelle et violente de son crime, Meza n'a jamais purgé la totalité de sa peine de 30 ans. Au lieu de cela, il a été libéré après un peu plus d'une décennie, en 1993 pour bonne conduite. Sa libération a scandalisé les habitants et poussé les médias à interroger Meza, qui a déclaré lors d'une conférence de presse « Je peux seulement vous dire que, dans mon cœur, je sais que je ne ferai plus jamais de mal à qui que ce soit volontairement. » Bien qu'il ait déclaré être un chrétien né de nouveau et qu'il ait purgé sa peine et payé sa dette envers la société, les habitants ne le croyaient pas et il a ensuite été contraint de quitter la communauté. Il sera ensuite chassé de 5 autres villes. Un an plus tard, il a été renvoyé en prison après avoir enfreint son couvre-feu de minuit. Il est resté en prison jusqu'en 2002. Pendant des années après sa libération en 2002, il semblait que Meza menait une vie ordinaire. Cependant, en 2023, il finirait par avouer plusieurs meurtres non résolus. Le 9 mai 2019, une femme de 65 ans nommée Gloria Lofton a été retrouvée morte chez elle par l'un de ses enfants. Les enquêteurs ont trouvé du sang dans le couloir, sur son oreiller et un préservatif usagé dans la cuisine. Bien qu'un prélèvement ait été effectué sur le corps de Gloria, une autopsie non concluante a conduit les enquêteurs à classer l'affaire comme un incident lié à l'alcool, et le prélèvement n'a pas été testé dans un premier temps. Le médecin légiste a indiqué que la cause et les circonstances de sa mort étaient indéterminées, malgré des preuves suggérant qu'elle aurait pu mourir par strangulation. L'affaire est restée non résolue pendant des années. Pendant ce temps, en 2021, Meza a emménagé avec Jesse Franger, un homme de 80 ans, ancien agent de probation du comté de Travis, qui était devenu ami avec le tueur après sa libération en 1993. Selon les rapports, la famille Franger a accueilli Meza dans leur vie par conviction religieuse et lui tendre la main. Il a rapidement commencé à assister à des études bibliques avec eux et ils l'ont aidé non seulement à trouver un logement, mais aussi un emploi après sa sortie de prison. Quelques années après que Meza ait emménagé chez Jesse, cependant, la femme et le fils du vieil homme sont décédés du Covid-19 peu de temps après. Il a accepté de quitter la maison et une date de déménagement a été fixée pour le 12 mai 2023. Le 20 mai, 8 jours plus tard, les autorités se sont rendues chez Jesse après que sa nièce a demandé aux autorités d'aller vérifier qu'il allait pas bien. Le corps du vieil homme a été retrouvé dans un placard de la salle de bain avec beaucoup de sang et un couteau de cuisine ensanglanté dans la maison. Les enquêteurs ont rapidement découvert que Jesse avait une sonnette avec caméra, et les images montraient Meza en train de monter dans le camion de Jesse le 13 mai, le lendemain du jour où il devait déménager. Le camion a ensuite été retrouvé le 22 mai dans le secteur du 12 000 sur l'Interstate 35 à Austin. Dans le véhicule, il y avait des bottes ensanglantées. La voiture de Meza, elle, était restée dans l'allée de Jesse. Elle contenait du ruban adhésif, des gants, un marteau et une hachette. Le 26 mai, moins d'une semaine après la découverte du corps de Jesse, Meza a appelé la police d'Austin et a demandé à parler à un enquêteur de la brigade des homicides. Au cours de cet appel, il a dit aux enquêteurs qu'il était responsable non seulement de la mort de Jesse Franger, mais aussi de celle de Gloria Lofton, 4 ans plus tôt. Cependant, les motivations exactes derrière ces meurtres restent floues. Meza a affirmé qu'il entretenait une sorte de relation amoureuse avec Jesse et qu'il était devenu frustré et en colère, puis a tué le vieil homme. Aucune preuve ne semble étayer l'idée que les deux hommes avaient une relation. Cependant, en ce qui concerne Gloria, il a affirmé qu'on lui avait promis 25% de l'argent que le neveu de Gloria hériterait, mais sa fille a précisé que Gloria n'avait pas de neveu. Notamment, la police a découvert en 2020 que l'ADN de Meza correspondait à celui retrouvé sur le corps de Gloria, et pourtant, rien n'a été fait à propos de cette information, ce qui a provoqué l'indignation compréhensible de ses enfants. Meza a également admis lors de cet appel qu'il avait aussi commis un double homicide à San Antonio, pour lequel il n'a toujours pas été condamné à ce jour.
Le détective qui lui a parlé au téléphone, Patrick Reed, a déclaré « Il donnait des dates et des lieux, donc nous essayons simplement de corroborer les dates, les lieux, les noms qu'il fournissait et d'essayer de affiner la chronologie. » L'appel téléphonique a duré 14 minutes. 3 jours plus tard, Meza a été arrêté dans le nord d'Austin. Les autorités ont noté qu'il portait un sac contenant du ruban adhésif, des colliers de serrage, des munitions et une arme de poing. Ils pensaient qu'il envisageait de commettre d'autres meurtres et Meza a confirmé leurs soupçons en leur disant qu'il était prêt et disposé à tuer de nouveau. En septembre 2024, Meza a plaidé coupable aux 2 chefs d'accusation retenus contre lui. Le meurtre de Jessie Frager et le meurtre capital avec l'intention de commettre une agression sexuelle concernant Gloria Lofton. Il a déclaré « Je plaide coupable parce que je suis coupable ». Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait ses crimes, il a répondu « Je pense qu'il est trop tard. À quoi bon si une personne ne l'accepte pas ?» Il a renoncé à l'appel et a été condamné à la perpétuité sans libération conditionnelle. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait être responsable d'au moins 10 autres homicides et de nombreuses agressions sexuelles après 2016 lorsque sa libération surveillée a pris fin. En octobre 2024, les autorités ont indiqué qu'elles avaient envoyé des éléments de preuve provenant de 4 affaires pour analyse afin de déterminer si Meza était impliqué ou non.